Chers étudiants et bienvenue dans le corrigé du devoir surveillé numéro 1 2023 que je viens de passer à mes étudiants. J'espère que vous allez me laisser quelques commentaires pour dire si ce devoir était correct, difficile, très facile. J'attends vos commentaires. Bien, c'est un devoir bien sûr sur la partie électrostatique, première partie, tout ce qui est calcul de champ potentiel et par des distributions de charges discrètes. Bien sûr, le sujet, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Exercice 1. Donc, question numéro 1. On vous donne deux charges Q et Q' qui sont placées respectivement en moins A0 et A0. Ça veut dire que cette distance, c'est petit a. Telle que la distance AB égale à 2A. Le champ créé, voilà la donnée, c'est le champ créé par ces deux charges en un point M d'abscisse moins A sur 3, voilà notre point M, est nul. Et la charge placée au point A est positive. Ça, c'est les données. Et on va tout répondre à partir de ces données-là. D'abord, question préliminaire, donnez les distances. Les distances, c'est toujours positif, il n'y a jamais une distance négative entre le point AM et le point BM. Donc, vous voyez bien que la distance AO, c'est petit a. La distance OM, c'est A sur 3. Donc, ici, c'est A moins A sur 3. C'est bien sûr 2A sur 3. Je vais changer la couleur. Et puis, on va prendre le bleu. Et puis, bien sûr, la distance BM, c'est A plus A sur 3. C'est 4 petit a sur 3. Donc, vous avez la distance A et vous lui ajoutez A sur 3. Donc, ça vous donne 4A sur 3. Ça, c'est une question préliminaire. Donnez le signe de la charge Q'. Donc là, on se base sur, vous avez une charge Q et vous avez une charge Q'. Et entre les deux, on a un point M quelconque, vous avez un champ qui est nul. Dans quel cas le champ va être nul? Bien sûr, la donnée c'est Q positif. Ça veut dire le champ créé par la charge Q point M, obligatoirement dirigé dans ce sens-là. Je l'appelle EA. Donc, pour que le champ soit nul au point M, il faut obligatoirement que le champ créé par Q' soit dans le sens opposé. Obligatoirement. Voilà la raison. Donc, ça le change EP. Donc, il faut que la charge Q, donc vous voyez bien que le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Donc, Q' doit être positif. Donc, pour que, c'est là justifié, vous pouvez dire une phrase, pour que le champ au point M créé par Q et Q' ont des sens opposés. C'est la seule condition nécessaire pour que le champ soit nul. Bien sûr, et n'est pas suffisante, il faut ajouter que le module de A égale au module de B égale à 0. Mais là, on nous demande juste le signe. Donc, il faut que Q' est supérieur à 0 pour que les deux champs soient opposés. Bien. Déterminez maintenant la valeur de Q'. Donc, pour que le champ soit nul, il faut que le module du champ créé par la charge Q est égal au module du champ créé par la charge Q'. Vous avez deux vecteurs opposés. Leur somme est nulle lorsqu'ils ont le même module. Donc, ça, c'est le champ créé par la charge Q'. Ça, c'est le champ créé par la charge Q. Donc, puisque le champ créé par une charge, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, on va simplifier tout de suite par 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, le champ créé par la charge Q, ça sera Q sur la distance au carré, qui est la distance AM. Q, c'est la distance AM, c'est 2 tiers. Donc, 2A sur 3 au carré doit être égal à Q' sur combien? La distance qui est 4A sur 3. 4A sur 3. On a déjà montré que Q' est positif, donc ce n'est pas la peine de mettre valeur absolue au carré. Donc, je vais simplifier tout de suite ici par A sur 3, A sur 3. Il va vous rester quoi? Q' est égal, 4 au carré, c'est 16, divisé par 4. Donc, c'est 4 fois Q. Voilà. Parce que ça, c'est difficile. Donc, ça, c'est le champ créé. C'est la condition, la relation entre Q' et Q. Donc, vous voyez bien qu'en simplifiant par A sur 3, vous allez voir A sur 4 égale à Q' sur 16. Donc, Q' égale à 16 sur 4, c'est 4 fois Q. Bien. Déterminer le potentiel créé par les charges Q qui priment au point M. Là, on vous donne juste l'expression. Donc, le potentiel créé par de charges ponctuelles, c'est la somme des potentiels. Donc, ça, 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, on va simplifier par, on va factoriser sur 4 pi epsilon 0. Facteur de Q sur la distance AM, qui est combien? On a dit 2 tiers de A. Donc, 2 tiers de A
plus Q', où je le remplace tout de suite par 4Q sur 4 tiers de A. Voilà. Et si je pose tout ça est égal à une constante K, vous simplifiez par 4. 3 demi plus 3, ça vous donne 9K fois Q sur 2A. Avec K, la constante K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Voilà le potentiel créé par la charge au point, par les deux charges au point M. Bien. Quelle est la valeur numérique? Bon, là, vous allez trouver 81,2, ça veut dire 40,5 volts. Le potentiel, bien sûr, c'est l'unité en volts. Maintenant, vous avez une charge Q et vous avez une charge Q'. Et au point M, vous avez un champ qui est nul. Un champ qui est nul. E égale à 0. Et vous avez un potentiel V. Je place cette fois-ci une charge Q en ce point. Quelle est son énergie potentielle? Donc, c'est une question de cours. L'énergie potentielle d'une charge ponctuelle, par définition, c'est la charge fois le potentiel au point où se trouve la charge. Donc, c'est Q fois V de M. Et vous pouvez donner sa valeur, mais ce n'est pas demandé, on vous donne juste l'énergie, l'expression. Quelle est la force subie par la charge placée au point M? Or, par définition de l'exercice, le champ au point M était nul. Donc, tout simplement, on va dire la force égale à 0, car E égale à 0. Voilà. Donc là, c'est des questions directes d'application. Bien. Passons à l'exercice 2. Donc, c'est un exercice, ce sont des questions de cours, ça. Hein, questions de cours. On vous donne le potentiel créé par, ça c'est un dipôle électrique, vous avez une charge négative, une charge positive. Le potentiel créé par un point M repéré par les coordonnées sphériques R et θ est donné par cette expression-là. Définir le paramètre P. Eh bien, P, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le moment dipolaire. Le moment dipolaire. Dipolaire, il est défini par la charge fois le déplacement entre fois D. Voilà. Déterminer l'expression du champ électrostatique. Là, il suffit d'utiliser, vous connaissez le potentiel, vous allez déterminer le champ et là, on va travailler en coordonnées polaires. Donc, les coordonnées, ce sont R et θ. Donc, si vous avez une fonction, bien sûr, on utilise le champ, c'est moins gradient de V. Moins gradient de V. Si le potentiel ne dépend que de θ, donc c'est moins d de V sur d de R suivant ER, moins 1 sur R d de V sur d de θ suivant Eθ. Ça, c'est l'expression du potentiel en coordonnées polaires, d'accord? Donc, ça va vous donner tout simplement un champ électrique qui est égal à P sur 4pi epsilon 0. Donc, la dérivée de 1 sur R carré, c'est moins 2R. Avec le moins, ça va se simplifier. Donc, 2R sur R à la puissance 4. Donc, 2 cosinus θ sur R au cube suivant R. Et plus 1 sur R avec 1 sur R, R au cube. La dérivée de cosinus, c'est sinus. Donc, sinus θ sur R au cube suivant Eθ. Voilà l'expression du champ créé par un dipôle en un point M quelconque. Question suivante, on vous dit déterminer l'expression du champ et représentez-le sur la figure au point Q. Donc, quelle est la valeur de θ au point Q, tout simplement? Donc, n'oubliez pas ici, θ, c'est le corps de l'angle sphérique. Il varie entre 0 et pi. Donc, ça, c'est valeur pi sur 2. Il suffit d'aller dans l'expression du champ et vous remplacez θ par pi sur 2. Donc, cosinus pi sur 2, c'est 0. Et vous allez voir, le champ va être suivant Eθ. Et bien sûr, vous allez remplacer la distance petit r par cette distance-là qui est petit a. Donc, le champ va être tout simplement, le champ au point Q va être vecteur, va être P sur 4pi epsilon 0 a au cube. Sinus pi sur 2, c'est 1, suivant Eθ. Et on le représente, donc en ce point, voilà le vecteur ER, voilà le vecteur Eθ. ER, Eθ. Donc, on le représente comme étant un vecteur qui est suivant Eθ. Donc, vous voyez bien que si ici une charge négative, une charge positive, le champ se dirige toujours, les lignes de champ d'un dipôle sortent de la charge positive et revient vers la charge négative. Donc, on retrouve bien, voilà les lignes de champ. Les lignes de champ. Donc, vous voyez bien qu'on retrouve notre signe, notre sens de E par un dipôle. Mais là, ce qui est demandé, c'est de bien remarquer que
en ce point Q, l'angle θ vaut P sur 2. C'est le plus important. Et que la distance est petit a. Donc là, on vous demande juste de remplacer dans l'expression générale de E en un point particulier qu'il faut déterminer, connaître ses coordonnées R et θ. Donc voilà pour ce deuxième exercice. Et on passe à un dernier exercice d'application de théorème de Gauss, exercice qui est exactement fait dans le TD, exactement le même, avec une densité de charge non uniforme. Attention, ρ non uniforme, non uniforme. J'ai bien insisté. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les densités de charge non uniformes? D'abord, énoncer le théorème de Gauss se forme intégrale. Se forme intégrale sur le flux de E à travers n'importe quelle surface fermée si la charge intérieure à la surface divisée par epsilon 0. Maintenant, on veut calculer le champ à l'intérieur. On nous demande juste à l'intérieur, au point M. On va dans le point M, repéré par la distance petit r. En utilisant la symétrie des invariances, déterminer la direction du champ au point M. Donc là, il suffit de dire, donc vous avez bien sûr le vecteur ER, le vecteur Eθ, les coordonnées sphériques et Eφ perpendiculaires au plan formé par ER, Eθ. Il suffit de dire que les plans M, ER, Eθ et M, ER, Eφ sont deux plans de symétrie, Donc, le champ est égal à E suivant ER. Et on a invariance par rotation, par changement de θ et φ, Donc, le champ ne dépend ni de θ ni de φ. Le champ point M va être dépend de R et suivant ER. Bien sûr, vous avez autre façon de justifier. Par exemple, il suffit de dire que l'axe ER est un axe de symétrie au lieu de deux plans de symétrie. Mais par contre, les invariances ici, il n'y a pas de variance par translation. J'ai vu beaucoup de mots invariance par translation. Ça n'existe pas dans la sphère. Vous avez deux invariances par rotation, hauteur de θ et hauteur de φ, et deux plans de symétrie. Question 2, c'est juste une représentation graphique. On vous dit de compléter la figure 3 en représentant la surface de Gauss, les vecteurs D de S et les vecteurs E. Là, il suffit de compléter par une sphère. Surface de Gauss, ça sera bien sûr une sphère, c'est même pas la peine de réfléchir, une sphère de rayon petit r, et de prendre un point M quelconque de la sphère et représenter le vecteur E. Par exemple ici, allez, on va prendre ce point-là. Le vecteur E, il est suivant ER, et le vecteur D de S, ils sont parallèles. Et ne pas représenter E ici, par exemple, ça n'a pas de sens. Ça, il faut représenter E et D de S sur la surface de Gauss, qui est toujours une surface de rayon petit r. Et là, on nous demande de calculer le champ à l'intérieur. Bien. Déterminer l'expression du champ au point M. Maintenant, on vous le partage. D'abord, calculer le flux, qui est par définition l'intégrale E scalaire D de S. Comme E est parallèle à D de S, on enlève les vecteurs. Comme E ne dépend que de R, là j'intègre sur la surface de la sphère de rayon constant, donc le champ est constant. Et l'intégrale D de S, la surface d'une sphère de rayon R, c'est 4pi petit r au carré, et non pas grand R. C'est la surface de Gauss qui intervient ici. C'est petit r, et non pas grand R. C'est la surface de Gauss. Hein? Bien sûr, soit vous connaissez la surface d'une sphère de rayon petit r, soit remplacez D de S en coordonnées sphériques, qui est D de S, qui est égal à R d de θ fois R sinus θ d de phi. Et vous intégrez entre θ et phi, θ entre 0 et pi, phi entre 0 et 2pi, et vous trouvez cette expression-là. Quelle est la charge intérieure? Ça, c'est la question où vous avez fait énormément d'erreurs. Pourquoi? Parce que ρ n'est pas constante. La densité de charge chez ρ. Toujours dans le calcul de charge, s'il s'agit d'une charge volumique, c'est l'intégrale ρ d de v. Là, il ne faut surtout pas sortir l'expression de ρ parce que ce n'est pas une constante. Donc, c'est l'intégrale k fois r multiplié par un élément de volume aux coordonnées sphériques, c'est 4pi r carré d de r. Bon, ou bien vous pouvez écrire r carré sinus θ d de θ d de phi et intégrer θ et phi entre 0 et pi et phi entre 0 et 2pi. Et bien sûr, quelles sont les bornes d'intégration de R? J'intègre les surfaces qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss.
Donc, les bords d'intégration c'est entre 0 et le rayon de la surface de Gauss qui est petit r et non pas grand R. Je calcule la charge intérieure à la surface de Gauss. Bien sûr, ici, il y a des charges. Dans cette partie, ici, il y a des charges, mais ils se trouvent à l'extérieur de la surface de Gauss. Donc, je ne calcule que cette intégrale entre 0 et petit r. Et donc, ça va vous donner tout simplement Q intérieur. Je sors 4pi fois k. Il me reste r au cube. Entre 0 et r, c'est r à la puissance 4 sur 4. Donc, Q intérieur est égal à pi k r à la puissance 4. Voilà la charge intérieure. Bon, une fois que vous calculez la charge intérieure, vous dites le flux E fois 4 pi r carré est égal à pi k r4 sur epsilon 0, charge sur intérieur. En simplifiant par pi r carré, on trouve bien sûr le champ est égal à combien? Donc pi, il reste k r carré, donc le champ est égal à k r carré sur 4 epsilon 0. Voilà le champ créé par cette sphère au point M. Bien sûr, si vous mettez le vecteur, ça sera suivant ER. Voilà pour cet exercice. Donc là, c'est tout simplement si vous avez une densité de charge non uniforme, ne jamais sortir la densité de charge de l'intégrale parce qu'il dépend de R. Et donc, ça va changer, c'est par ρ fois V. Il ne faut pas avoir... D'accord, donc voilà pour la dernière question, c'est tout simplement retrouver cette expression-là, mais en utilisant le théorème de Gauss sous forme locale. Le théorème de Gauss sous forme locale, c'est divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0. Là aussi, faites attention, ρ c'est toujours non constant. Donc voilà la divergence d'un vecteur, on sait que E est égal à E indice R suivant ER, il a une seule composante suivant ER, donc déjà ce terme va être égal à 0. Et donc, divergence de E va devenir tout simplement 1 sur R carré, D sur D de R carré fois E est égal à ρ qui est égal à K fois R sur epsilon 0. Bon, je multiplie par R carré, donc j'enlève ici le 1 sur R carré, je le ramène de l'autre, donc fois R carré. J'enlève ce D de R et je l'amène de l'autre côté, fois D de R. Et ensuite, j'intègre. L'intégrale de ça est égale à l'intégrale de ça. Bon, l'intégrale de R carré fois E, c'est R carré fois E, est égale à quoi? Est égale à K sur epsilon 0. L'intégrale de R3, c'est R à la puissance 4 sur 4, plus une constante, c'est 1. Bon, je vais copier ça. Je le ramène de l'autre. Voilà. Et maintenant, on va diviser par R carré partout, donc E est égal à K, R carré, sur 4 epsilon 0, plus une constante, c'est 1 sur R carré. Maintenant, je vais utiliser la donnée, comme on dit, le champ E est fini au centre. Bon, on peut montrer qu'il est nul au centre. Ça veut dire qu'il a une valeur finie lorsque R est égal à 0. Or, lorsque R tend vers 0, ce terme tend vers l'infini. Donc, la seule condition pour que le champ soit fini en 0, il faut que la constante C1 égale à 0. Et donc, en définitive, on arrive à notre champ KR carré sur 4 epsilon 0, qui est exactement la valeur qu'on a trouvée par le théorème de Gauss sous forme intégrale. KR carré sur 4 pi epsilon 0. Vous voyez bien, ça c'est KR carré sur 4 epsilon 0. Voilà l'expression du champ. Donc voilà, c'était la dernière question, d'accord? Donc voilà pour ce sujet. Donc j'attends vos commentaires. Donc vous pouvez le partager bien sûr pour ceux qui n'ont pas encore passé l'examen sur l'électrostatique. Comme d'habitude, bon courage et surtout bonne chance à tout le monde et à très bientôt.